Les Juifs, installés en Pologne depuis le Xe siècle, ont régulièrement été confrontés à l'antisémitisme. Envahie par l'Allemagne nazie en 1939, la Pologne devint le principal théâtre de l'extermination des Juifs. En 1945, la communauté juive de Pologne est anéantie. Les quelques survivants arriveront-ils à perpétuer une vie juive en Pologne? Vont-ils pouvoir vivre dans ce pays devenu pour eux un immense cimetière? Before the war was living in Poland around 3,600,000 Jews. From them survived on the so-called Aryan side around 35,000 people. Very small amount of people. In German concentration camps, in German prisons, in German labor camps, survived around 70,000 Jews. Mostly the Jews who survived the war, they survived in the Soviet Union. So, and they were, how to say, they returned to Poland in 1946 and were returning to the country where there were no Jews in some sense. Their shtetls were completely liquidated, and very often they returned to the Poland. They didn't know what's happened in this country. En 1945, j'étais libérée à Bergen-Belsen. Je pesais 26 kilos. Et je bougeais presque plus. Au début, alors on a commencé, j'étais pas malade, mais j'avais pas de force. Tout doucement, on a commencé à se nourrir. Et on commençait déjà à s'organiser et on faisait tout pour retourner aussi notre organisation qui appartenait dans le ghetto. On avait un groupe à Bergen-Belsen. Mais nous, on a essayé de retourner en Pologne pour construire le communisme. The first problem was survival, really, because I was in agony, almost in agony. Because long death march, my weight was 32 kilos. But what was even worse, in matter of fact, it was a strike of my entire body. Everything was sick. My recovery, I was offered 3 possibilities: to get to Canada, or to the United States, or to Great Britain. By the way, a large number of Jewish kids went to Great Britain, and this would be, for myself, a wonderful opportunity. But I decided going back to communist Poland. And I considered it as my duty to lend a hand, to participate in the rebuilding, the renaissance of the life in Poland. L'Armée rouge libère la Pologne. Elle impose un gouvernement dominé par les communistes. Chose inédite en Pologne, des Juifs y figurent à des postes clés. Ce sont des militants éprouvés du Parti communiste d'avant-guerre. Staline, qui se méfie du nationalisme polonais, confie à des Juifs les services de sécurité du nouveau régime. Ce gouvernement met en place une réforme agraire, nationalise l'économie, mais ne facilite pas la restitution de leurs biens aux survivants juifs. On się zrodził w Obawie
że Żydzi wracają, będą odbierać z powrotem swoje domy, mieszkania i trzeba po prostu powstrzymać tą falę, która napływa ze Związku Radzieckiego, bo głównie wtedy to wracali Żydzi z Rosji. Tylko jeszcze było pytanie, dokąd mają wracać? Nie mają mieszkań, nie mają rodzin, wymordowali. Dokąd mają wracać? I ustanowiono, niech wracają na ziemie zachodnie tak zwane. Ziemie zachodnie to była cała substancja materialna, niezniszczone, poniemieckie budynki. Le gouvernement polonais ne nous avait pas laissé aller à Lodz. On n'avait pas de solution, on n'avait pas où aller. On nous avait donné à notre groupe toute une maison avec les meubles, les linges, les couvertures, les coussins. On avait eu tout là-dedans. On n'avait pas tout de suite quoi manger, mais on avait notre paquet de UNRWA. Parce que les Anglais, ils nous ont donné chacune qui a quitté Bergen-Belsen. On savait qu'on n'aurait pas quoi manger. Alors, on nous avait donné des paquets de UNRWA pour le premier jour avoir quelque chose à manger. Et puis, bien sûr, au bout de 2-3 jours, il y avait en Pologne des habillés, je ne sais pas si c'était des vrais soldats ou des vrais policiers ou déguisés. Ils ont frappé à la porte, on a ouvert, ils sont venus ramasser tous les paquets qu'on nous avait donné à manger, ils l'ont tout repris. Et alors nous, on n'avait rien à manger. C'est comme ça qu'on nous avait accueillis en Pologne, à Szczecin. Napisałem taką kartkę z adresem, gdzie rodzice mieszkali w Warszawie. I otrzymałem odpowiedź z pieczątką komendantury rosyjskiej. Dom zgoriel, adresata нет. Czyli dom spalony, nie ma adresata. Rok później pojechałem, odszukałem ten dom, to była Koźla 11 i tam znaleźliśmy nasze żelazne łóżko z gliszcza w gruzach. Tam byli rodzice. Stamtąd los ich pognał chyba do Tręblinki, ale to już świadkiem tego nie byłem. Et quand j'ai appris que ma cousine est survivante, je suis allée, j'ai acheté les billets et je suis allée à Częstochowa. Mais c'était pas si simple parce que le train avait marché très très lentement. D'avoir les billets, c'était difficile. Et au début, il y avait un antisémitisme terrible. Ils ont jeté tous les juifs qui voyageaient dans le train, ils jetaient les Polonais, ils jetaient par-dessus. Ils jetaient des trains par la fenêtre, ils les tuaient presque, parce qu'il n'y avait pas de place pour tout le monde. Et moi, une Polonaise, elle a vu que je n'ai pas de place. Elle croyait que je parle bien polonais, alors il n'y avait pas de problème. Elle m'avait appelé que je m'assoie sur ses genoux, parce que j'étais toute jaune, j'étais maigre et tout ça. Je me suis assise sur ses genoux. Et puis, à minuit, ça commence le Noël. On commence à chanter la colenda. Et moi, je suis assise sur ses genoux. Et moi, je ne sais pas. Alors, je chantais avec eux. Bóg się rodzi, noc truchleje, la 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 la. Elle me dit, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, tra la 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 la? Tu ne sais pas les paroles? Pourquoi tu ne chantes pas plus? Alors je dis, ça ne va pas. Si elle saura que je suis juive, c'est fini avec moi. Alors je me suis vite pliée comme ça. Oui, qu'est-ce que j'ai mal au ventre? Et je suis partie. Je suis allée chez ma cousine, elle m'avait entendue. C'était triste, tout ce qu'elle m'avait raconté. Elle m'avait tout raconté, que toute ma famille est partie à Treblinka, qu'il n'y a personne qui est resté. Mais vraiment, c'était affreux cette rencontre. Et après, je suis retournée à Szczecin. Le
regroupement des Juifs dans quelques centres urbains facilite la reprise d'une vie politique juive. Ils ne sont plus que 1% de la population de Pologne et sont représentés par 13 partis politiques. So in a way, it was something really a response, a reaction to the time of the Holocaust. You had in those days probably more than 50 rabbis in Poland. There were at least 20 or 30 or 40 synagogues. There were Jewish schools with Yiddish taught in the schools, not Hebrew, Yiddish. It was an eruption of the theater life. There were 3 theaters, at least 3, maybe 4. Two dozen of Jewish papers. So it was really a great eruption of Jewish activity, of Jewish life, of Jewish culture, Jewish clubs. So it was really something in those days. La Pologne ressuscitée vote pour la première fois. Dès l'ouverture du scrutin, les électeurs se pressent en foule patiente et calme devant les bureaux de vote. Ouvriers, intellectuels, commerçants, paysans, la participation électorale est très élevée. Les sœurs ne sont pas les dernières à faire acte de citoyenne. Ici, des rapatriés du RSS vont aux urnes sur des charrettes décorées de drapeaux polonais. Partout, de grandes démonstrations populaires témoignent de la conscience politique du peuple polonais. La Pologne, en pleine renaissance, retourne au travail pour poursuivre sa reconstruction. Il faut voter. Alors comme nous, on habitait tout le monde ensemble, notre groupe, à Szczecin, on nous avait embarqués sur un camion et on nous avait amenés chaque fois dans un autre centre de vote. Le slogan était « 3 razy tak », 3 fois oui. Alors on est allé dans le numéro 1, toute la bande, on a voté une fois. Après, on nous avait amenés dans un autre centre de vote. On votait encore une vingtaine ou trentaine de fois dans la journée. On a circulé dans tous les centres de vote. C'est comme ça que ça se passe. Dans le communisme, c'est comme ça, on peut tout faire. Comme ça, on peut gagner. Ja wówczas po powrocie stamtąd znalazłem się w takiej organizacji Związek Młodzieży Polskiej, ZMP. I nas powstała taka organizacja na terenie Dolnego Śląska, która wychodziła z założenia, że tu żeśmy się urodzili i tu trzeba otworzyć z powrotem życie społeczności żydowskiej w Polsce. To była ta idea. Ale bardzo wielu ludzi ulegało tej propagandzie, że trzeba wyjeżdżać. A gwoździem do takich decyzji był pogrom kielecki. Le pogrom, qui a lieu le 4 juillet 1946 à Kielce, est l'éruption la plus brutale de cette violence anti-juive qui persiste depuis la fin de la guerre. Une rumeur de crimes rituels sur des enfants chrétiens est à l'origine du massacre. Les Juifs, affaiblis dans les camps de concentration allemands, boivent le sang d'enfants polonais pour reprendre leurs forces. On recense entre 700 et 2000 Juifs assassinés entre 1945 et juillet 1946.
Sometimes you can understand a reaction, the first reaction. Yes, a Polish kid was killed by the Jews. They want to take it for blood. Well, but you can understand that if some people believe in it, they could react emotionally. But in the afternoon in Kielce, 600 people came with full consciousness and were throwing stones to the Jews who were surrounded. They killed the Jew. They killed him because they didn't like Jews, but also because they didn't like communism, because they didn't like Russian or Soviet regime being imposed. A trickle became a stream became a flood, 10, 100, 1,000. La terreur suscitée par le pogrom de Kielce entraîne la fuite de 170 000 juifs que rien ne retient plus en Pologne. Beaucoup se réfugient en Allemagne, le pays de leurs bourreaux. Une majorité cherche le chemin qui les mènera en Palestine. On les laisse partir, car pour l'heure, le projet d'un État juif en Palestine permet à Staline d'avancer ses pions au Moyen-Orient. Faire, subir et se montrer digne. Le jour n'est pas encore venu de gravir les pentes du mont Carmel, ni de rêver au bord des blancs ruisseaux de Canaan. Et dans le ciel de Palestine, en même temps que l'emblème national, monte le chant de leur nouvelle espérance. Les 70 000 juifs qui restent, comme les bundistes ou les communistes, qui croient encore en un État où leur identité juive aura une place, se rassemblent pour commémorer le martyre juif et perpétuer le souvenir de l'insurrection héroïque du ghetto de Varsovie. Więc część ludzi, ta, która wtedy się zaleczała do lewicy, uważała, że to jest realne, że w Polsce będzie możliwe odtworzenie środowiska żydowskiego. To była część, ale większość zdecydowana nie wierzyła w to. To było sztuczne. Owszem, była taka sekcja żydowska przy Komitecie Centralnym, ale to wszystko było inspirowane przez ówczesne władze polskie. Sous le stalinisme, la terreur politique s'intensifie. Les frontières se ferment. Les organisations juives sont dissoutes ou contrôlées directement par le Parti communiste. En revanche, le sionisme devient un crime idéologique. Staline reproche à Israël d'être passé dans l'orbite des États-Unis, et donc à chaque nationaliste juif d'être un agent potentiel des renseignements américains. It started in end of 48, so I would say this is 49 to 53. It was, as we call it, the darkest period. In my case, I was quite active in the party. However, he starts something which makes it a little bit ambivalent, because in the beginning of the 50s, it starts also the anti-Semitic campaign, the anti-Zionist campaign. It starts in Prague, and then it moves to Warsaw. On one hand, people like myself would like to accept and develop and to strengthen communism in Poland. On the other hand, it is with some interrogation marks. So if it is what I dreamt, what I was dreaming, how could it be combined with this anti-Semitic orientation? Przyjaciele radzieccy, wasz ból
jest naszym bólem. Le 5 mars 1953, Joseph Staline meurt. La paranoïa anti-juive qui l'a impulsé au sommet du monde communiste va-t-elle disparaître avec lui? Chwilą, gdy nadeszła wiadomość o śmierci Stalina, to dla mnie było już zrozumiałe, że musi upaść ta epoka, przez którą rządzili bolszewicy przez wiele lat. Że to nastąpi zwrot w komunizmie, że już dłużej nie będzie można jeździć na tych teoryjkach i tych obietnicach, które za czasów Stalina było wygłaszane. I że rodzą się siły, które będą usiłowały odwrócić bieg historii. Konkretnie w warunkach polskich prasa zaczęła obwiniać za wiele takich nieprawości, które miały miejsce w kraju, że to jest wina przede wszystkim Żydów. Że Żydzi, którzy byli narzędziem starego systemu bolszewickiego, byli przyczyną wszelkich nieszczęść. A oto inny symbol. L'enterrement politique du stalinisme laisse s'opposer deux factions qui se disputent le pouvoir, les réformateurs et les conservateurs staliniens. Godzina po godzinie gęstnieją tłumy. Takiego wiecu nie było jak Warszawa Warszawą. Les cadres juifs du parti, en majorité réformateurs, se retrouvent sur la sellette. Les conservateurs staliniens les accusent de toutes les erreurs passées du régime, d'avoir mal appliqué les principes marxistes-léninistes, de les avoir appliqués de façon anti-polonaise. C'est le réformateur Gomulka qui s'empare du pouvoir. Il ouvre les frontières et autorise le départ de plus de 40 000 juifs, privant ainsi les conservateurs de leur argument antisémite. Mon oncle, qui était le frère de ma mère, qui vivait à Paris, il a donné des appels à la radio. Et une amie à moi, elle a écrit vite à mon oncle que je suis la survivante, la fille de sa sœur. Et comme ça, mon oncle a commencé à faire la correspondance avec moi. Mais quand je travaillais dans l'hôpital, c'était l'hôpital du ministère de Bezpieczeństwa d'Intérieur, je crois. Et il ne voulait pas me laisser partir. C'était très dur. J'ai attendu 2 ans jusqu'à j'avais la protection de hautes personnalités. Si quelqu'un a fait une intervention, il a donné une garantie que je vais revenir. Je ne suis pas revenue parce que je fuis la Pologne. J'ai toujours tourné la tête à droite, à gauche. Je sentais toujours que quelqu'un est derrière moi, qu'on me cherche, qu'on veut m'attraper et renvoyer en Pologne. Mais je croyais, j'avais très peur. Le départ des Juifs permet aux Polonais de s'emparer de la mémoire du génocide nazi. Ils en nient l'aspect raciste et s'attribuent l'exclusivité du martyr. It was said the Germans killed 6 million Polish citizens, including Jews. But it was emphasized the 6 million Polish citizens, 6 million Polish victims. À Auschwitz, la Pologne, endeuillée par d'innombrables massacres, a célébré le souvenir de ses fils martyrisés par les Allemands pour le seul crime d'avoir aimé leur patrie. Dans ce terrible camp reposent les restes de milliers de Polonais, jetés pêle-mêle dans des fosses communes, après un passage plus ou moins prolongé dans le sinistre bloc 11, le bloc de la mort. Les autorités polonaises ont voulu donner une sépulture décente à toutes ces victimes
tombés pour la cause de la liberté. L'idée générale était que l'histoire juive, c'est un peu une note en bas de la page de l'histoire de la guerre du fascisme contre le peuple polonais. Et donc les Juifs, oui, ils étaient exterminés, c'est parce que les Allemands faisaient les guerres à la Pologne, voilà. On savait plus ou moins, même au lycée, qu'on nous raconte des foutaises. On ne savait pas exactement ce qui s'est passé, mais on savait qu'on ne peut pas croire à l'histoire telle qu'on nous l'enseigne. Les Juifs nés après-guerre grandissent isolés, souvent coupés de tout lien avec leur culture, avec leur identité juive. Ma mère était journaliste, elle était une journaliste connue en Pologne, et mon père était dans la diplomatie. Et on n'avait pas de famille. Et moi, ça me semblait ravissant parce que tous les autres amis avaient des grands-tantes, des grands-mères. C'était assez ennuyeux d'aller le dimanche. Alors je me disais, on a certainement une famille ennuyeuse, mais ma mère n'a pas de relation avec eux. J'avais 30 ans et plus. Par hasard, dans la rue, j'ai rencontré un monsieur. Il a dit « Bonjour, je suis ton cousin, je suis Oleg, ton cousin. » Et j'ai dit « Oh !» Et j'ai dit « Mais c'est fantastique parce que je me demande, ma mère raconte jamais de rien sur la famille. Et toi, tu sais quelque chose sur la famille ?» Et il a dit « Oui, il a dit « Je sais beaucoup. » Alors c'était dans la rue comme ça. Et il a dit « Notre grand-père, Hirsch Horowitz. » Bon, alors, Hirsch Horowitz, enfin, c'est évident. Alors j'ai su que je suis juif. Il y avait beaucoup de signes, mais non, mais je le savais pas. Non, vraiment je le savais pas. J'avais toujours un problème que je suis polonaise, que les Polonais ont tué les Juifs. J'avais tous les rêves que je suis une Polonaise et il y a une femme avec des enfants juifs qui vient. Et moi, je sais pas si l'aider ou non. Enfin, j'étais tout le temps, toujours du côté polonais. Bien sûr que je savais que j'étais juif. Comment j'aurais pu ne pas savoir que j'étais juif? Mais il n'y avait plus de juifs. Donc, je n'avais pas de rapport avec les juifs, sauf avec ceux qui étaient morts, oui. Avec ceux qui étaient morts, on était... C'était présent dans la maison, oui. Donc, bien sûr que je savais que j'étais juif, et que Anya était juive, et qu'on était tous juifs, et que le peuple juif a disparu, oui, depuis qu'on est petit, on le savait. Les gens qui sont sortis du ghetto ou qui sont sortis de camps de concentration ne parlaient pas de ça. Bon, on peut l'expliquer de plusieurs façons aujourd'hui. Soit parce que c'était trop dur, et eux-mêmes, ils n'arrivaient pas à sortir. C'est fait. Soit parce que personne ne voulait écouter, parce que personne ne voulait entendre, ou encore parce que certains, mais ce n'était pas le cas dans notre famille, parce que les gens ne voulaient pas qu'on parle de juifs, parce que ce qu'ils ont vécu, c'était suffisamment dangereux bon, les gens ne voulaient pas en parler. Ani o Żydach, niewiele wiedziałam o wojnie, niewiele o Holokauście. Wtedy się tego w szkołach nie uczyło. Natomiast w moim domu rodzinnym słowo Żyd było tabu. W ogóle się nie mówiło. 2 lata później przyjechała ta koleżanka, właśnie jedyna, z którą się zaprzyjaźniłam w szkole, i siedziała ze mną przy stole w moim domu. I zapytała mnie, dlaczego ja jej nie powiedziałam, że jestem Żydówką. Bo właściwie dlaczego ja mam być Żydówką? Co jej przyszło do głowy? Co to za jakiś absurd jest? No i wreszcie, kiedy ona pojechała, to ja zaczęłam się zastanawiać, dlaczego ona mi zadała to pytanie. No i wtedy wszystkie takie filmy, mówiąc w przenośni, przeszły mi przez głowę. A więc to moje bycie na cmentarzu i ten tatuś, który umarł 2 lata wcześniej, przed moim urodzeniem.
I ci ludzie dziwni, którzy przyjechali i pytali o mnie i chcieli mnie zabrać. No i różne inne. Ja nawet nie myślałam o mojej mamie, bo gdybym była... Znaczy, moja mama wyglądała znakomicie. Wyglądała zawsze mniej więcej o 20 lat młodziej niż rzeczywiście miała. Bo to też byłby powód, żeby się zastanowić, czy mogła być moją mamą, czy w takim wieku mogła urodzić dziecko. Ale to nie przyszło mi do głowy. No i wreszcie, kiedy zmagałam się z tym problemem i zaczęło mi się wydawać, że może coś tu jest na rzeczy, moja mama, zdenerwowana, zła na mnie, bo znowu coś zrobiłam nie tak, powiedziała: a bo ty masz taki żydowski charakter, wszystko musisz zrobić na odwrót. No i wtedy trzasnęłam drzwiami, uciekłam z domu i pomyślałam sobie, no tak, to teraz ona już się mnie wyrzekła. To ja już nie jestem jej, ona nie jest moją mamą. No wtedy mama nie miała wyjścia, musiała mi powiedzieć prawdę. Powiedziała mi to, co wiedziała. Znaczy powiedziała, że moi rodzice zginęli. Powiedziała, że mnie bardzo kocha. Że rzeczywiście moi rodzice byli Żydami. No i tyle. Mówiono, że zostałam wywieziona z getta na wozie z cegłami, między którymi była skrzynka drewniana z otworami do oddychania, że tam włożono dziecko uśpione luminalem i w ten sposób przejechałam na aryjską stronę i znalazłam się u mojej drugiej mamy. Otóż ta łyżeczka została dołożona podobno do tego pudła, do tej skrzynki drewnianej, w którą zapakowano 6-miesięczne niemowlę i cały czas była ze mną od początku, czyli wyszła z mojego żydowskiego domu rodzinnego od moich rodziców i cały czas mi towarzyszy. Więc rzeczywiście jest to bardzo taki konkretny, fizyczny symbol mojej łączności z moją żydowską rodziną. Ta łyżeczka przez całe życie przynosi mi szczęście. Mais en 67, la guerre intervenait entre Israël et le monde arabe. Et en moins d'une semaine, les troupes israéliennes avaient conquis le Sinaï et occupé les rives du canal de Suez. En Pologne, les Juifs se réjouissent de cette victoire d'Israël. Mais elle est un camouflet pour le pouvoir qui soutient les régimes arabes. Gomulka, premier secrétaire du parti, désigne les citoyens polonais de nationalité juive comme des traîtres à la nation. C'est le signal d'une campagne ouvertement antisémite déclenchée au sommet de l'État. Zwalniano z wojska i wyrzucano z partii ludzi, którzy, prawda, głosili chwałę Izraela. Byli dumni oficerowie, tak. I mnie wtedy wzywa przyjaciel i mówi tak: słuchaj, zaczęła się nagonka, zostaniesz zwolniony dyscyplinarnie, weź urlop. Weź urlop, bo w tej chwili z trzaskiem odbywają się zebrania, stawiają pod pręgierz za różnego rodzaju, prawda, odchylenia, z kontaktu z rodzinami i tak dalej i pozbawiają wszystkiego. Przeciwko. Ja zostałem zwolniony, pozbawiony emerytury. Emeryturę doprowadzili taką, jaką ma normalnie w cywilu, a nie jako oficer. Więc zaczęło się jawnie zwalnianie na wszystkich stanowiskach. Kiedyś mówiłem tylko elity, a później lekarzy, nauczycieli, wszystkich po kolei. Tam, gdzie był Żyd, do widzenia. I tak się już te wszystkie lata wałęsałem na marginesie życia. Lors des révoltes étudiantes de mars 1968, l'antisémitisme monte d'un cran. Un nombre disproportionné des étudiants emprisonnés sont d'origine juive. Pour réprimer la contestation des étudiants et des intellectuels,
le pouvoir mobilise les masses. 400 manifestations, 700 meetings, 600 réunions de partis ont conspu le sionisme, cette hydre qui gangrène la société polonaise. La campagne est un succès, le nombre d'adhésions au parti est multiplié par 5. After the March riots, it was language awful, absolutely unacceptable. It was exactly as the Nazi language. It was a great surprise for all of us that again this kind of the language could be used in this country, especially in this country. And my paper, Polityka, which was the most influential weekly in Poland at the time, 220,000 circulation, with an enormous great influence on the Polish intellectuals. We did not fulfill the demands of our authorities, who were the owners, because it was part of the party papers. We did not fulfill the orders to participate in the anti-Semitic campaign. In my staff were 8, 9 people of Jewish origin. The majority were non-Jews, but they were in full solidarity with us. And I had still a possibility to emigrate. Could I leave them? Could I go away? No. Ce sont plus de 14 000 juifs humiliés qui sont chassés du pays sans possibilité de retour. Ceux qui restent vivent cachés. La Pologne se sent enfin Judenrein, libérée de ses juifs. Une grande partie des amis de mes parents étaient juifs. Je m'en suis rendu compte en 68, quand ils sont tous ou presque venus à nous manquer, parce qu'ils sont partis après la campagne antisémite. Et c'est là où j'ai appris que, contrairement à ce que je pensais, le fait que je suis juif a de l'importance. Mais si je suis juif, bon, autant vaut en savoir de plus. Hein. Il y avait une bonne circonstance dans tout cela. Malheureusement, les juifs qui partaient ne pouvaient pas prendre tous leurs bouquins avec. Donc, chez les bouquinistes à Varsovie, on trouvait des collections de bouquins juifs à moitié prix, à quart prix, enfin pour des sous même, un lycéen comme moi pouvait se permettre d'acheter. Bon, je comprenais strictement rien à cette culture bizarre dont il parlait. Je ne savais pas la différence entre, je ne sais pas, une mezouza, un trou dans la terre, hein. Mais je savais qu'il va s'offenser dans le chapitre suivant et refuser de manger. Ça parlait de moi, ça parlait de ma famille. J'ai pas questionné ma maman parce que pour moi c'était clair que, enfin, j'étais une personne qui m'intéressait beaucoup. J'étais toujours obsédée par les juifs et j'étais dans un groupe, je m'occupais de psychothérapie alors, et j'étais dans un groupe où on travaillait sur les problèmes polonais juifs. Moi j'étais polonaise dans ce groupe, il y avait des juifs dans le groupe. Donc pour moi c'était clair que si ma mère est juive et elle ne me la raconte pas, c'est parce que elle n'est pas en état de me le dire, enfin, et que je dois pas, enfin, que c'est pas possible comme ça de venir et de lui dire. Mais je suis tout de suite, j'ai demandé à Ole sur notre famille. Nous avons une grande famille en Israël, mais vraiment grande. Ça arrive rarement dans les familles juives d'avoir une tellement grande famille. Je venais justement de me marier et je partais pour mon voyage de noces où on devait aller en Europe. Et on est parti par l'Europe parce que c'était interdit d'aller en Israël. On est parti par Paris en Israël. J'ai vu toute ma famille. J'étais très, très heureuse. Et puis, je suis revenue en Pologne. J'ai téléphoné à ma mère, elle a raccroché. Et puis, j'ai su que justement, qu'elle savait de mon amie que je n'étais pas à Paris, mais que j'étais en Israël et qu'elle était furieuse. Et elle ne voulait pas me parler. Et elle a dit à ma sœur que j'ai inventé une histoire, que c'est pas vrai. Ma sœur l'a cru. Est venu à Varsovie un grand psychologue américain, Carl Rogers, et il a tenu un grand séminaire dans
un centre dans la banlieue de Varsovie. Karl a suggéré que ce serait bien que nous divisions aussi en des petits groupes, des personnes avec des intérêts spéciaux. Donc oui, on a eu un groupe de divorcés, un groupe d'artistes, un groupe de parents de jeunes enfants. Et quelqu'un a suggéré, faisons un groupe juif. Je me souviens encore du rire nerveux dans la salle. La parole juif elle-même, ça, c'était dangereux et excitant en même temps. Et c'est comme ça que j'ai appris que la plupart de mes amis sont juifs. C'est comme ça que la plupart de mes amis avaient appris que moi, je suis juif. Je l'ignorais, je pouvais me douter dans certains cas, mais années 70, en Pologne, demander à quelqu'un « Est-ce que tu es juif ?» Ça serait si qu'on lui demandait aujourd'hui « T'as le sida ?» C'était pas vraiment une question à poser. Les 2 ou 3 premiers qui ont pris le siège chaud, c'était les Vénards. Ils avaient toute notre attention, toute notre émotion. Et après la 3e personne, ils se sont rendus compte qu'ils racontent tous la même histoire. Et c'est l'histoire que chacun de nous aussi a à raconter. Donc, famille assimilée, souvent mariage mixte, très peu de judaïsme, pas du tout, ou même secret. Et puis 68 arrive, et oui, le ciel nous tombe sur la tête. C'était immensement libérant de se rendre compte que ce qui était pour nous le plus grand traumatisme de notre vie, c'est de la routine. On y est tous passés. Et on ne pouvait pas arrêter. Donc on a décidé de continuer à se retrouver à Varsovie. Et puisque c'était assez ouvert, des gens disaient à leurs amis d'inviter leurs amis de venir. Et un jour, je vois un jeune homme que je ne connais pas qui se tient dans la porte à nous regarder et des larmes grandes comme des œufs de caille qui descendent sur son visage. Et je me dis, qu'est-ce que t'as? Il a dit, j'ai jamais vu autant de juifs de ma vie. Il était d'une bourgade de province, sa famille, l'unique famille juive, leur judéité un secret absolu. Et pour lui, de voir des juifs qui se disent juifs en public et dans le nombre impressionnant de, je sais pas, on était peut-être 15, pour lui, c'était la liberté. On a appelé cela l'université volante juive. Presque tous, on faisait partie de l'opposition, de la dissidence, c'est selon. Et on était surveillés par la police, mais elle n'intervenait pas. Sous l'impulsion de Jacek Kuron et d'Adam Michnik, les intellectuels dissidents, d'anciens communistes, des catholiques, des juifs se rapprochent des ouvriers en lutte victimes d'une répression féroce. La commémoration de l'insurrection du ghetto de Varsovie rassemble ceux qui veulent faire plier les régimes. Avec eux, le dernier commandant vivant de l'insurrection du ghetto, Marek Edelman. Il faut quand même savoir que jusqu'au 70-73, mon père n'était ni un héros, ni rien du tout. Il était médecin à Łódź. Rien, personne ne se souvenait de lui. Donc ils l'ont sorti, en quelque sorte, l'opposition polonaise l'a sorti comme ça, parce que quelqu'un s'est souvenu de Marek Edelman. Voilà, quelqu'un, un combattant de l'insurrection, un commandant de l'insurrection. Jamais il a été communiste, jamais, toujours dans l'opposition, et puis subitement il est là. Pof, c'est quelqu'un de parfait pour être un héros. Donc il y a quelqu'un qui est venu, une femme qui s'appelle Bogucka, pour lui faire signer une pétition. Il n'attendait que ça, il était isolé, il était tout seul ici. Nous, on était déjà partis. Donc voilà, après ils ont fait et en plus, ils savaient parler, ils avaient toujours un mot juste, donc c'était un homme parfait pour être un héros. Mais il était très bien, il voulait une Pologne libre. Il pensait que Solidarité avait pris un peu les idéaux de Bund. Donc voilà. Donc, voilà. Today, several hundred people had hoped to lay flowers at the plaque commemorating those who died, but the militia would not let them. A police captain barred the way and ordered the crowd to disperse.
They marched in silence to the main ghetto monument nearby, where the official ceremonies will be held on Tuesday. A Catholic priest led the prayers as people came forward with flowers and wreaths. One man forced to miss the ceremony was Marek Edelman, one of the commanders of the uprising. He was interned under martial law and has refused to join the official anniversary events. Now he's under police surveillance. A letter from Edelman was read out, explaining the authorities had prevented him from coming. There was a speech, too, from former Solidarity spokesman Janusz Onoskiewicz. If the heroes of the ghetto were alive today, they would certainly have joined our fight for freedom, truth and dignity, he said. J'étais un des membres fondateurs de Tygodnik Mazowsze. C'était le journal clandestin de solidarité, le principal journal clandestin de solidarité. Je l'ai fait pendant 8 ans. Et après, Adam Michnik et nous, les gens de ce journal clandestin de Tygodnik Mazowsze, on a décidé de faire un journal et on l'a fait. Le premier numéro a été fait en grande partie dans ma cuisine avec 2 petits-enfants qui étaient autour. Et après, enfin, on est devenu une assez grande entreprise. Oui, maintenant, c'est le premier quotidien polonais. On l'a commencé, oui, en 89, quand il y avait la possibilité d'avoir une Pologne libre. En bout de course, le pouvoir communiste concède des élections. Sa défaite est totale. Le parti s'autodissout. Élu président, le syndicaliste Lech Walesa assure la transition vers la démocratie. Mais la Pologne, pour devenir un pays européen comme les autres, doit encore affronter sa judéophobie. Freedom gave the opportunity to open the institution, but the next impetus went from abroad. Especially American Jews, with some contacts with Poland, they very quickly started to install the different institutions. For example, it was especially the Loder Foundation was very important because they sent here the rabbis from US. They opened some kind of the Loder Foundation. It means a place where we could talk, we could speak. And what was much more important, they decided on to open here in Poland Jewish kindergarten and the Jewish school. So we, people with the Jewish backgrounds, we realized now we could bring up our children in the Jewish milieu. Jedwabne is a picturesque Polish village that's become the focus of an En 2001, paraît Les Voisins, un livre de Jan Thomas Gross, historien américain d'origine polonaise. Il y révèle des faits remontant à 1941. Dans une bourgade nommée Jedwabne, les 1600 juifs de la ville furent mutilés, décapités, noyés, brûlés vifs, assassinés par leurs voisins, les habitants polonais de la ville. Seuls 7 ont survécu à ce massacre, jusque-là attribué aux Allemands. Ces révélations, contestées avec véhémence par la population, créent une polémique si violente que l'État nomme une commission d'enquête dite de la mémoire nationale. I to jest krzywdzące w pewnym sensie dla tych ludzi, którzy nie brali żadnego udziału w masakrze i dla tych, którzy pomagali Żydom, bo sporo się jednak uratowało w owym dniu. Oni zginęli później, w następnych latach, w następnych miesiącach, natomiast uratowało się dużo ludzi i ktoś im podał szklankę wody, kawałek chleba. I dla tych ludzi było krzywdzące takie posądzanie o masowy udział w tym akcie ludobójstwa. Moi, de Jedwabne, j'ai appris en 74 ou 15. J'étais à Jedwabne, par hasard. Je passais tous mes vacances d'été à faire de l'autostop à travers la Pologne. Et je m'étais un peu perdu. Il y avait un type un peu saoul. J'ai arrêté, lui ai demandé la route. Il a dit « tu passes par là, près de l'endroit où ils ont brûlé les Yupins. » Comment ça? Pendant la guerre, là, tu vois. Hein? Et il y avait quelque chose dans la façon dont il a dit ils ont brûlé les Yupins qui m'a fait demander, mais c'est-à-dire les Allemands? Ben non, pas les Allemands, les nôtres. Comment ça, les nôtres? Comment ça?
Et son père, c'est le seul qui passe par là. Et celui qui a une maison ici. C'était tout à découvert. Et j'ai entendu et j'ai oublié. Au commencement, la plupart des historiens et des gens de médias disaient que ce n'est pas vrai. Et moi, je voulais partir à Jedwabne et regarder ce qui se passe avec une population qui a gardé le silence pendant 60 ans. Et tout d'un coup, ce silence éclate. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce qu'ils faisaient pendant ces 60 ans avec ce silence? Et mon chef du journal de Gazeta Wyborcza m'a dit que non, je ne dois pas y aller, que je peux écrire un court récit. Si Adam ne veut pas, c'est parce que je suis juif et il trouve que je ne serai pas objective. Et comment, comme juive polonaise, je peux préférer que les Polonais l'ont fait et non les Allemands? Enfin, c'est faux. C'est complètement faux. Et j'ai pris 1 an de congé et j'ai commencé à le faire à travailler sur mon livre. Et après, c'était 4 ans, c'était pas 1 an. Et c'était la première fois de ma vie que j'ai rencontré l'antisémitisme. Parce que en 68, j'en entendais parler, mais j'étais trop petite, je regardais pas encore la télé. Je savais que ma meilleure amie va quitter la Pologne, mais je l'avais jamais ressenti moi-même. Et généralement, en Pologne, dans le temps de Jedwabne, je le ressentais très, très fortement. Alors aussi, c'était une nouvelle expérience. Je ne m'attendais pas à un tel niveau de suspicion envers les Juifs, ou envers moi comme Juif, parce que toujours je disais que je suis Juif. Par la voix de son président, la Pologne reconnaît le tort fait aux Juifs. Jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przepraszam. Przepraszam w imieniu swoim i tych Polaków, których sumienie jest poruszone tamtą zbrodnią. W imieniu tych, którzy uważają, że nie można być dumnym z wielkości polskiej historii, nie odczuwając jednocześnie bólu i wstydu z powodu zła, które Polacy wyrządzili innym. Le primat de Pologne, le cardinal Glemp, ne s'associe pas à cette demande de pardon. Après un long silence, une messe de repentir est tout de même célébrée à Varsovie. Pourtant, les livres vendus dans la librairie de cette même église établissent les limites de cette contrition. Ces ouvrages contestent la réalité des massacres perpétrés par des Polonais, selon eux une invention de Juifs cherchant à se faire de l'argent. Je me sentais très mal. Pendant des années et des années, je me sentais très mal. Je sentais comme une pression que si on dit à quelqu'un qu'on est juif, on le confronte à quelque chose. C'est-à-dire quelqu'un doit dire quelque chose et il n'y a rien à dire, enfin. Bon, alors la plupart des gens alors disent « Ah, mon grand-père ou ma mère, mes parents, ma grand-père, ma tante ont sauvé des juifs. » Alors c'est un peu énervant parce qu'on se dit « Enfin, tout le monde a sauvé les juifs ou sont ces juifs sauvés ?» Bon, je comprends, ce pays a vraiment trop d'histoire. Mais je ne pense pas qu'il y ait une autre solution, que finalement on devra la confronter, cette histoire. On devra l'apprendre à l'école. Et on devra accepter que les Polonais, n'avons pas seulement subi. Pour clore ce long après-guerre, séquence d'amnésie, de circonvolution mémorielle, le président Kaczynski pose en plein centre de Varsovie la première pierre d'un musée de l'histoire des Juifs de Pologne. Ce musée, érigé là même où se tenait le ghetto, a pour mission de transmettre qu'en Pologne, avant d'y être morts, les Juifs ont vécu 1000 ans. Il y a d'abord le renouveau juif, c'est-à-dire des Juifs qui s'organisent et font des choses nouvelles qu'ils ne faisaient pas. Et franchement, le fait qu'on a plusieurs synagogues à Varsovie, qu'on a des écoles juives, qu'on a des bouquins, des publications, qu'on s'engueule entre juifs, hein, tout ça c'est toujours assez nouveau. Quand j'étais gosse, quand j'étais jeune, on n'avait pas ça. Et deuxièmement, il y a une explosion d'intérêt parmi les non-juifs pour les questions juives. Et ça, c'est une réaction que je trouve extrêmement saine. En médecine, en chirurgie, il y a ce concept des douleurs fantomatiques. Hein. On ampute un membre et il fait toujours mal.
Et la Pologne souffre toujours de ces douleurs fantomatiques juives. Et c'est très bien. Parce que ça signifie qu'il n'est pas possible qu'il y ait un génocide et après, on fait comme si rien n'était. Des générations sont passées. Ça travaille toujours. Je pense que ça dit quelque chose de bien sur l'humanité en général.